Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare. Animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Culture Guitare. Salut Cyril. Salut à tous, salut Sébastien et bienvenue dans le podcast. J'espère que vous allez bien. Alors de quoi on va parler aujourd'hui ? Ça, alors, je sais qu'on a vite fait en off, on s'est dit qu'on allait parler du programme de travail. Oui, exactement. Comment se prévoir un programme de travail, comment s'organiser, en gros, c'est comment gérer son apprentissage, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, c'est vrai que c'est un vaste sujet. Je dirais pas apprentissage, je dirais plutôt pratique, moi. Parce que moi, j'aime bien le mot pratique. Ouais. Quand il s'agit de guitare, j'aime pas le mot travail, puisque je crois je pourrais pas vous dire. Ça enlève la partie plaisir quand on dit travail, c'est peut-être ça. Et je crois que ça vient de travail, ça vient du grec travaious. Non, je ne sais pas. C'est travaillum. Je ne sais pas, travaillos peut-être. Ah oui, ça c'est plus espagnol. Donc en fait, je sais que ça vient du grec, il me semble, mais je ne saurais pas vous dire exactement, mais c'est assimilé à la souffrance en fait. Donc je pense que quand il s'agit de pratique de la guitare, il faut que ça soit assimilé à un plaisir. De plus c'est assimilé à un plaisir, plus le cerveau en fait, plus le cerveau c'est assimilé facilement. Comment dirais-je, c'est plus facilement assimilé, quoi. Bah oui, puis ça revient à ce qu'on disait dans pas mal de podcasts, hein, on radote, c'est normal. Oui. C'est qu'il y a le côté ludicité qui est vachement important. Je ne sais plus dans quel podcast je disais ça, mais il suffit de regarder comme apprennent les gamins. Hein. Les gamins, ils apprennent par le jeu. Oui. Donc, c'est comme ça qu'ils apprennent le mieux et le plus vite et qu'ils ont envie de continuer à apprendre parce que forcément, quand tu fais quelque chose qui t'amuse, tu as envie de continuer. C'est pour ça que c'est plus facile de se poser devant Netflix ou devant un jeu vidéo que de faire une tâche qui t'emmerde parce que tu as le côté ludique et du coup, ça te pousse à aller un petit peu plus loin. Mais d'ailleurs, je voulais ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de toutes les applis un peu type ludification ? Je ne sais pas si tu connais, tu as le site Habitica. Habitica, donc .com. C'est une appli où en gros, ça ressemble un peu à un jeu de rôle. Tu peux te créer un petit avatar, tu as une barre de vie, etc. Et en fait, tu te mets des tâches hebdomadaires, quotidiennes, etc. Et si tu fais tes tâches, tu gagnes des points d'expérience, tu gagnes des objets, des choses comme ça. Et si tu fais pas tes tâches quotidiennes, tu perds de la vie dans ta barre de vie. Et en fait, c'est organisé un peu comme un petit jeu vidéo pour pousser les gens un peu à se bouger les fesses, à faire leurs tâches, leurs actions. Et je sais qu'il y a pas mal d'applications qui maintenant essaient de proposer une approche un peu comme le jeu vidéo pour gamifier, si tu veux, l'apprentissage et le travail. Je ne sais pas si tu penses que c'est intéressant. Alors, pour ce qui est je pense que ça, encore une fois, on en revient toujours au même truc. Je pense que ça dépend un peu des gens. Je te donne l'exemple de suite pour les enfants, par exemple. Ma grande fille apprend le valencien. Donc, mes enfants sont, pour ceux qui ne savent pas, moi je vis en Espagne. Mes enfants sont totalement bilingues et ils apprennent. Nous vivons à Valencia et à l'école, donc ils ont le valencien. Et le valencien, c'est un enfer pour ma fille et pour nous aussi d'ailleurs, puisque c'est un mélange, on va dire, d'italien, français, espagnol. Bref. Ouais. C'est un enfer. Et elle a eu un contrôle de valencien lundi. Et en fait, elle a révisé sur une application qu'une maman m'a envoyée. Et elle a eu une bonne note, alors que c'était un enfer de réviser, machin et tout. Alors là, elle a révisé avec l'application. Bon, ça l'a quand même saoulée au final, mais grâce à ça, elle a eu une bonne note, ce qui est pas habituel. En ce qui me concerne, par exemple, pour ce qui est de la motivation et de la façon de me gérer, on va dire mes tâches et tout ça, j'ai mon petit. Moi, j'utilise beaucoup Evernote, donc cette application-là. Et le fait ce qui m'aide à tenir mon planning, puisque je pense qu'à un moment donné, on va parler de nos propres pratiques, ce qui m'aide, si tu veux, comment dirais-je ?
psychologiquement, c'est très important pour moi le fait que je fasse les choses par moi-même et que j'ai pas besoin de. Si tu veux, bon, moi, voilà, les gens vont peut-être le voient, mais c'est vrai que je bosse beaucoup. Enfin, je bosse. Non, moi, je me simule pas ça du travail, mais en fait, je suis très actif. J'essaye d'être le plus productif possible. Et c'est vrai que je m'organise beaucoup, donc j'ai des listes de tâches, j'ai des post-it sur mon desktop. Si tu veux, je peux vous dire comment je fonctionne. Moi, j'ai une application Evernote, donc j'ai un planning, une fiche qui me sert de planning par semaine. Et quand je me lève le matin, en prenant mon petit-déj, je mets ce que je dois faire dans la journée. Le lundi, je fais mon planning de la semaine. Et j'ai un planning aussi pour un mois et un planning pour 3 mois. Et moi, je m'organise comme ça. Et le fait que moi-même, je sois autonome vis-à-vis de ça et que moi-même, je me pousse, pour parler vulgairement, que je me pousse au cul, si tu veux, ça m'aide beaucoup psychologiquement dans le sens où je me dis, bon... j'ai besoin de cette part de psychologie ou de rigueur personnelle. Voilà. Ouais, puis après, ça te fait un côté rituel parce qu'à partir du moment où tu as commencé à instaurer le fait de prévoir ton planning du mois, prévoir sur 90 jours, prévoir quotidiennement, etc., bah après, c'est un truc qui devient une habitude comme aller se brosser les dents ou que, tu vois, Voilà. c'est un truc que ça ne demande même pas, je pense, un effort à faire en fait. Non. Maintenant. Par contre, c'est vrai que ça va beaucoup avec le fait que j'arrive à tenir mon planning, le fait que je me sente bien à l'aise. Par exemple, bon, pour ceux qui... Bon, de toute façon, les gens, ils voient à peu près... Les gens, je pense qu'ils nous connaissent. On joue vachement la transparence, finalement, sur les réseaux sociaux et sur YouTube et tout. C'est vrai que j'aime bien jouer à la console. J'aime bien les jeux genre Assassin's Creed et tout. Et il est vrai que, par exemple, quand à la fin de la journée, quand arrivé 22h, j'ai torché mon planning de la journée... j'ai pas de scrupule à me foutre devant la console. Voilà. Ouais. Mais la plupart du temps, en fait, je préfère encore repratiquer un petit peu ou lire, finalement. C'est ce que j'allais te dire, parce que moi, si je torchais mon planning de la journée, j'entamerais celui de la semaine, celui du jour d'après en avance. Tu vois, cette tendance naturelle à faire ça, à me dire, bon, c'est cool, il me reste 2 heures, bah hop, je vais anticiper ce qui va venir demain. Après, il faut la tentation de jamais trop me reposer. Toi, tu vis en couple, t'as une enfant en bas âge. Moi, bon, pour ceux qui savent pas, moi je suis séparé, divorcé, et j'ai mes 3 enfants un week-end sur 2 en fait. Donc, je suis quand même assez libre, quoi. Voilà, donc. Que moi j'exploite tous les micro-moments possibles pour pouvoir bosser. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est normal parce que comme je te dis, toi tu fais ton apprentissage de papa aussi, donc il y a aussi il faut se mettre. Comment dirais-je, il faut se mettre à jour dans ta compétence de papa. Et puis à l'âge de ta fille, je veux dire, c'est chaque minute, il faut être, c'est du lait sur le feu, quoi. Donc, ouais, voilà. c'est ça. C'est vrai que dans ce genre de contexte, c'est plus difficile de te faire un planning strict que tu peux suivre parce qu'il y a beaucoup d'imprévus potentiellement. Donc, c'est plus délicat. Mais en tout cas, pour revenir sur l'aspect ludification, moi j'avais pu remarquer en tout cas que quand je l'appliquais avec mes élèves au conservatoire, un peu comme tu disais pour ta fille, ça fonctionnait plutôt bien. Et en fait, j'avais même remarqué qu'après les gamins, c'est eux qui me demandaient, à un moment donné, quand je sais pas, je leur faisais bosser par exemple les notes, l'apprentissage des notes sur le manche, et ça je le faisais systématiquement en mode ludique. Et puis si par exemple il y a une semaine, je voulais faire autre chose ou alors que j'oubliais de leur faire bosser, bah, l'élève, il me le rappelait. Tu vois, il me disait, aujourd'hui, on ne fait pas l'apprentissage des notes, machin, j'aime bien. Et en fait, j'avais toutes des petites flashcards avec les dessins, des notes, etc. Et donc, quand ils les voyaient traîner dans la salle, dès qu'ils arrivaient dans le cours, ils disaient, ah, chouette, on va faire les notes, etc. Tu vois, ça devenait vraiment le truc plaisir du cours. C'est le moment où on apprend les notes sur le manche. Mais ça, à mon avis, j'aurais pu faire la même chose avec n'importe quelle autre notion. C'est même pas la notion en elle-même qui les intéresse, c'est juste le processus, oui, c'est le jeu. à mon avis. Voilà. Donc, c'est vrai que pour tout ce qui est théorique, par exemple, au niveau de l'organisation de l'apprentissage, moi, je trouve plutôt efficace l'approche des flashcards, qui est un truc qui est vachement utilisé par les anglo-saxons. Je trouve que c'est vraiment très répandu. Autre chose par rapport à un fait dont j'ai été témoin, c'est ma fille qui a commencé le violon l'an dernier. Ouais. Elle avait des cours de solfège et les cours de solfège se révisaient sur une application à la maison, sur la tablette. Et ben en fait, elle était beaucoup plus douée, enfin du moins, elle bossait beaucoup plus le solfège que le violon finalement. Voilà. Bon, elle a arrêté cette année, parce qu'elle ne pratiquait pas. Donc voilà, donc bon, c'est pas la peine quoi. C'est sûr.
Ah, mais c'est intéressant. Comme quoi, on voit que c'est pas tant le contenu qui va faire, C'est la façon de c'est vraiment l'aborder. l'approche, Ouais. voilà, la façon de l'aborder. Et bon, c'est vrai que là-dessus aussi, ça va dépendre des gens, parce que là, pareil, on l'a déjà dit dans des podcasts, mais tu as des gens qui vont être hyper rigides, hyper carrés. Ils ont besoin d'un Une- truc limite carcan qui les enferme et où ils doivent savoir que là, tu fais ça à telle heure, là, tu fais ça dans tel ordre, etc. Et il y en a d'autres, ça les emmerde, ce genre de truc. Tu leur files un planning et ils vont te dire, mais dégage avec ton truc, moi j'ai envie de faire au feeling. Et t'en as qui vont apprendre super bien en fonctionnant avec cette approche complètement sans planning, tu vois, juste à l'instinct, parce qu'ils savent inconsciemment ce qui est bon pour eux à faire et ce qui est bon au bon moment, si tu veux. Oui, mais là, c'est là où on rejoint un peu le truc, c'est que, comme je dis souvent, je le dis souvent à mes élèves Skype et tout, je dis, on peut pas, il n'y a pas il y a pas une seule bonne façon d'apprendre quelque chose à quelqu'un, puisqu'en fait, tout le monde est différent, comme on l'a dit, les gens sont différents, ils apprennent de façon différente, euh, etc. Moi, comme je dis à mes élèves, je dis, moi, la meilleure chose que je peux vous apprendre, c'est à vous apprendre à apprendre. Oui, bah, complètement. Là, je te rejoins à Voilà, 100%. je veux dire encore une fois, professeur, tout ça, ça veut rien dire. Quand des fois je vois des Ouais. commentaires, d'ailleurs, je fais un peu une punchline spéciale dédicace aux trolls, on va dire trolls gentils qui mettent des commentaires sur la vidéo YouTube. Ouais, moi je suis professeur et je suis pas du tout d'accord avec toi. Je dis, mais ouais, ok, monsieur le professeur, alors il n'y a pas de problème, donnez-moi un cours, montrez-moi où sont vos cours que je puisse voir ce que vous proposez, quoi. Ah, mais oui, mais j'ai fait pas encore de vidéo, machin et tout. Je lui fais, bon, d'accord, ok. C'est-à-dire que t'as des mecs, moi je me dis pas professeur, tu vois. Hein. Je pense que je suis pédagogue, sûrement. Je suis peut-être psychologue aussi un petit peu, mais moi je suis pas professeur, j'ai pas de diplôme, ce qui est ton cas. Toi, tu es un professeur, puisque tu as un diplôme, des diplômes même qui prouvent. Si tu veux, pour moi, un professeur, c'est un peu comme un médecin, quoi. C'est une Hein. profession réglementée voilà. Et en plus, toi, t'es un professeur et en plus, t'es Ah, pédagogue. Donc le truc, c'est que c'est pas parce que t'as un diplôme de prof qui dit que t'es professeur, pour moi, que t'es prof, qui dit que t'es pédagogue, pardon, excuse-moi. Tu vois, oui, oui. donc moi, encore une fois, je pense que la meilleure chose, c'est déjà de transmettre une passion, d'apprendre aux gens à Hein. apprendre. Et pour Ouais. ce qui est de la pratique, tout dépend encore une fois le niveau de la personne. C'est que euh, la seule chose que je conseillerais par rapport aux gens qui arrivent à se faire un planning d'une façon autonome, c'est déjà de prendre un sujet et de le traiter. Hein. Voilà. Moi, par exemple, pour vous donner, je vais un peu raconter ma vie, comment je procède. Bon, moi, je me lève à 5 heures le matin. À 5h30, j'attaque ma pratique, donc je mets le métronome. Tu vois, je bats des records en plus en ce moment Ouais. avec mon polynôme là qui me dit combien d'heures je pratique par jour. Et je pratique des trucs hyper ciblés, c'est-à-dire soit du Hein. phrasing. Par exemple, ce matin, j'ai travaillé sur la gamme diminuée, sur le phrasing de la gamme diminuée, avec des divisions du temps par 4, 3 et 5. Et j'ai fait que ça pendant de 5h30 à 11h. Voilà. Hein. Et je me focus là-dessus. Bon, bien sûr, je fais des pauses pour me resservir un café ou pour aller aux toilettes, par exemple. Mais Ouais, ce ouais. que je veux dire, c'est que je me focus pendant ce temps-là là-dessus. Et le lendemain, je reviens pas là-dessus. Pourquoi? Pour qu'en fait, mon cerveau digère ce que j'ai travaillé hyper concentré pendant ces Hein. heures-là. Voilà. Hein. Et encore une fois, moi, la routine de travail, il n'y a rien de pire pour rendre quelqu'un. Alors, j'ai lu pas mal de livres sur le cerveau, puisque bon, j'aime beaucoup lire. Il n'y a rien de mieux pour rendre quelqu'un con. Enfin, pas con dans le sens un connard, mais dans le sens on va dire, comment dirais-je, atrophier, j'ai envie de dire entre Ouais. guillemets, atrophier la capacité d'apprentissage d'une personne, c'est de lui faire la même chose tous les jours pendant des années, des mois, des années. Donc moi, ce que je Ouais, parce conseille que aux gens, le cerveau, il aime le contraste, en fait. ton cerveau, il aime la diversité. Hein. Voilà. C'est dans tous les livres, alors il y a plus ou moins des trucs. Bon, j'ai plus les noms en tête des auteurs, malheureusement, puisque quand j'ai déménagé, j'ai jeté pas mal de livres de ma librairie. Alors je sais que c'est un peu un blasphème, mais c'est comme ça. Je voulais pas parce que je vais être franc avec vous, je sais pas où je vais vivre l'an prochain. Si ça se trouve, je vivrai plus là, donc je me suis débarrassé au maximum de mes possessions matérielles. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui revient dans tous les bouquins, c'est que le cerveau aime la diversité.
Voilà. Donc en fait, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de vraiment faire le focus sur un truc le plus précis possible. Par exemple, une tonalité, un arpège, un type d'arpège, du travail de placement rythmique, du travail rythmique, etc. De faire un focus, un gros focus jusqu'à la saturation, passer au-delà de la saturation, voire, d'accord? Puisque comme j'aime bien le dire, passer le stade de la saturation, quand on pratique, on atteint un niveau de transe, et c'est là que ça se passe. Voilà. C'est là que je pense qu'on intègre les choses. Et laisser mûrir ça quelques jours, revenir plus dessus. Et voilà, parce qu'il y a besoin le cerveau a besoin de digérer les infos aussi. Ouais. Et toi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense quand même que tu peux faire à quelqu'un la même chose pendant des semaines, des mois, mais là, je reviens un peu sur ce que tu disais dans ta dernière vidéo que tu as publiée hier, c'est que tu peux l'aborder différemment. En fait, quand je dis faire la même chose, c'est faire le même type de contenu. Par exemple, tu donnais l'exemple, imaginons un arpège. La personne, elle va bosser, je sais pas, un arpège majeur septième. Tu peux, par exemple, le premier jour, l'aborder de manière technique. Par exemple, travailler le fait de le jouer en aller-retour. Après, par exemple, une autre journée, tu prends toujours le même arpège, mais tu peux le bosser, par exemple, pour l'intégrer dans une impro. Tu peux aussi le bosser un autre jour, toujours le même contenu dans le cadre d'une composition, par exemple. Oui, bien sûr. Alors, là, mais là, je suis d'accord. Ce que tu disais, les multiples approches du même contenu. Voilà, c'est ça. C'est juste pour préciser un tout petit peu ce que tu as dit. Oui, enfin moi par exemple, on va dire que si jamais je vous donnais un exemple, par exemple, je vous dirais pas bosse tes exercices d'aller-retour de façon sportive pendant 6 mois, quoi. Change-les, diversifie, mets-toi de la difficulté, étends ta zone de confort, comme j'aime bien le dire. Change les doigtés, change ci, change ça, change les groupes de cordes, change... voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on tout le temps bosser la même chose. Et encore une fois, je le dis aux gens, je dis, il vaut mieux que vous bossiez 10 minutes le cerveau dans la pratique que de bosser 4 heures devant Netflix avec le cerveau dans Netflix et les muscles qui jouent. 10 minutes de pratique cérébrale valent plus que 4 heures sur Netflix. C'est vrai que je vois beaucoup, moi, de guitaristes, parce que je suis pas mal de guitaristes sur des chaînes américaines ou autres, et j'en vois quand même beaucoup qui conseillent ce truc-là, comme pour les exos techniques, genre bosser vos exos devant la télé, bosser vos exos en faisant autre chose, etc. Moi, j'ai toujours été quand même mitigé sur ce genre de conseils, parce que forcément, quand tu te poses sur le canapé, tu es devant Netflix ou autre, et tu bosses ton exo technique, bah... En fait, ta concentration, de toute façon, elle est sur l'écran. Et du coup, tu vas même pas te rendre compte si tu fais des erreurs. Tu vas commencer peut-être à avoir les doigts qui commencent à se soulever un peu trop. Puis tu peux avoir des mouvements inefficaces, des erreurs. Puis en fait, t'en prends même pas conscience parce que tu es en train de faire autre chose en même temps. Et du coup, j'ai toujours eu du mal à comprendre ce conseil. Pourquoi certains vont conseiller ça alors que manifestement, c'est pas. Alors, par contre, au niveau apprentissage, c'est vraiment pas génial, quoi. Au niveau prise de conscience de ce que tu fais. Il est évident que si jamais, par exemple, je suis obligé de regarder la télé, obligé, tu sais. Si je suis obligé de regarder devant la télé, je vais forcément faire autre chose en même temps. Je n'arriverai pas, c'est impossible, je n'arriverai pas à rester assis sans rien foutre devant la télé. Oui, mais après, j'imagine que tu ferais pas un exo très, très demandeur au niveau intellectuel. Peut-être tu t'improviserais sur ta guitare comme ça au feeling. En fait, ce qui va se passer, c'est que si je dois regarder la télé, en fait, si je dois m'asseoir devant la télé, parce que, par exemple, j'ai ma copine qui veut regarder un film en mode oui, on passe un moment ensemble. De toute façon, soit je vais prendre la guitare et au final mon cerveau sera dans la guitare et pas dans la télé. Et du coup, en fait, il y a plein de films que j'ai jamais vus de ma vie, pourtant je crois les avoir vus, mais en fait je les ai pas vus. Soit je vais prendre un bouquin, mais en tout cas, assis passif, le cerveau dans la télé, je n'y arrive pas, c'est impossible. Ouais, je te comprends. C'est impossible. J'ai déjà du mal à me concentrer sur le jeu vidéo parce que j'ai tout le temps envie de faire quelque chose. Genre, par exemple, quand tu sais, là, je rejoue à Assassin's Creed Origins. Donc, c'est celui qui se passe en Égypte, tu sais. Et quand des fois, tu as des temps de chargement où tu as des niveaux. Qu'est-ce que je fais pendant le temps de chargement?
Guitare. Ouais, c'est ça. Et au final, des fois, j'ai le personnage, il est au milieu du décor, là, depuis il y a un quart d'heure, et en fait, moi, j'ai toujours pas pris la manette. En fait, Donc, en toi, il te fait, faut des jeux vidéo avec des longs temps de chargement. C'est ce qu'il te faut. euh, mais enfin, et puis bon, enfin, voilà, c'est parce que ça me plaît aussi, la musique, ça me plaît. Peut-être qu'à force, je me suis créé une dépendance aussi. Hum. Il y a peut-être ça aussi, hein. Voilà. Ouais, mais après, quand c'est un plaisir, t'as naturellement tendance à y revenir sans te forcer. Tu vois, ça demande pas un effort. Euh, et peut-être pour revenir un peu sur l'aspect planning, tu vois, moi, je me rends compte aujourd'hui, je me fais pas des plannings comme je pouvais me faire avant. Moi, je me souviens, il y a encore, c'est encore il y a pas si longtemps, c'était il y a quoi, les 4 ans peut-être, j'irais. Il y a 4 ans, je me souviens d'un été où j'avais passé l'été entier à bosser comme un dingue. Je me levais tous les jours à 8 heures et je bossais jusqu'à 19 heures. Je m'arrêtais juste pour manger le midi. Et j'ai bossé que de la technique pure pendant 2 mois d'été en continu, tous les jours de l'été, où je me faisais du coup des plannings super stricts. Là, tu vas bosser ça, là, tu vas bosser ça, etc. Et depuis, je fais plus du tout ce genre de truc. Je me fais plus des plannings vraiment écrits. J'ai plutôt un peu comme tu dis, moi je suis plutôt dans des phases. C'est-à-dire que je vais me dire, là par exemple en ce moment, je suis dans ma phase un peu Tosin Abassi, donc je suis en train de bosser un morceau d'Animal as Leaders. Et en fait, je suis en train de bosser énormément la main droite. Le jeu au doigt avec le pouce aller-retour, tu vois, un peu à la Victor Wooten. Qui est une vraie vacherie à jouer sur la guitare, ça, mais en tout cas, c'est vachement formateur. Et je travaille beaucoup ces aspects de slap, tu vois, les jeux un peu à la Tim Henson, Ichikanito, tous ces guitaristes un peu nouvelle génération qui intègrent beaucoup les phrasés un peu hip-hop et le phrasé un peu issu de la basse avec le Alors, slap, Tim etc. Henson, c'est le mec qui a un De tatouage sur la Policia. gorge. Ouais, c'est Ouais, c'est ça. ça. Et le Ishikanito, c'est celui qui a un son C'est le ultra, japonais. ouais, qui a un son ultra compressé, de chez compressé, de Ouais, chez compressé, de chez c'est compressé, de chez ça. recompressé derrière. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et qui joue, lui, je pense que lui, il lui faudrait une guitare à 12 cases, mais qui commence qu'à la 12e case, parce qu'il joue quasiment toujours dans l'aigu, mais en même temps, ça lui donne une sonorité qui est bien à lui. Tu vois, je trouve qu'il a une belle personnalité là-dessus. Mais bref, là, je digresse, mais en tout cas, par rapport au planning, moi, je suis comme ça dans des phases. C'est-à-dire que là, je sais que pendant sûrement pendant encore au moins une bonne semaine ou deux, je vais être à faire que ça, du slap, du jeu au doigt, des trucs percussifs. Et après, je vais sûrement passer complètement à autre chose. Et du coup, je suis vraiment sur des choses spécifiques pendant des longues durées que j'essaye d'investir le plus loin possible. Et moi, en fait, ma phase, ça passe toujours par la même chose. Je me rends compte. Mais c'est complètement instinctif, j'y réfléchis pas. C'est que je vois un truc qui me plaît. Genre justement le riff, pour ceux qui connaissent ce morceau, le morceau The Woven Web d'Animals as Leader, il y a à un moment donné un gros passage en son clair avec guitare percussive, qui est pour moi un des meilleurs riffs que j'ai entendu depuis 10 ans à la guitare, qui m'a vraiment mis sur le cul la première fois que je l'ai entendu. Je me suis dit, waouh, faut que je bosse absolument ce truc-là. Et du coup, je vais commencer à m'intéresser à la technique, à regarder plein de vidéos, plein de guitaristes qui en font. Donc ça, c'est ma première phase. Après, je commence à décortiquer un peu le truc. Et en fait, généralement, moi, je fais quasiment plus de cover. Tout ça, ça m'a jamais trop intéressé de reprendre les morceaux des autres. Je le fais en général uniquement quand je dois m'approprier quelque chose de nouveau. Donc, je bosse le truc pendant quelques jours. Et après, je bypass tout ça et je fais plus que de la compo, de la création, de l'impro et des trucs comme ça avec cette technique. Et ça, on va dire, c'est ma phase qui dure 80% du temps. Donc, en gros, tu vois, sur une phase de travail, je vais avoir 20% qui est la découverte de la technique, la compréhension des gestes, le test de quelques riffs existants pour voir un peu ce qu'on peut faire avec. Et 80% du temps qui reste après, c'est que de l'appropriation. Je vais vraiment essayer de l'intégrer dans mon jeu. Donc c'est comme ça que je fonctionne moi, sur des périodes voilà, qui peuvent aller sur certaines techniques, ça peut durer des fois une ou 2 semaines, des fois ça peut aller jusqu'à 2-3 mois où je suis vraiment en mode monolithique quoi, sur un seul truc. Après, on en revient, c'est bête hein, ce que je vais dire, mais on en revient encore au vieil adage de Platon, hein, connais-toi toi-même, hein. Hum. En fait, là, tu vois, par exemple, toi, tu as ta méthode, bon, après, tu as ton expérience, et le fait d'enseigner, le fait d'être pédagogue, d'apprendre à d'autres personnes, tu t'apprends à toi-même, ça t'apprend à mieux Hum. t'apprendre à toi-même aussi, si tu veux. Et donc, là, toi, tu fonctionnes comme ça. Après, tout dépend, enfin, voilà, c'est vrai que
Voilà, toi, c'est quand même un niveau d'organisation de haut niveau dans le sens où, par exemple, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que pratiquement quand tu fais une composition, après tu te crées une étude comme le faisait Chopin, comme le C'est un peu faisait, ça. pour ceux qui savent pas, tous les grands compositeurs qui donnaient, qui donnaient qui étaient compositeurs, enfin les genres Chopin, tout ça, c'est des gars qui étaient profs, qui donnaient des cours du moins, et qui Hum, créaient des études pour leurs élèves pour leur faire travailler certains doigtés, notamment moi, je pense aux études de Chopin, je pense Oui, aux études de Liszt, oui, je pense par hum, exemple à Children Corner Suite, par exemple, qui est en oui, fait de Debussy, qui a été créée en 1917, qui est une commande d'une prof de piano pour ses élèves. Je veux dire, excuse-moi, c'est succulent, quoi. hum. De travailler ça, enfin, c'est juste énorme, quoi. D'ailleurs, pour ceux que ça Bah, intéresse, c'est là qu'on commence à mettre la gamme pentatonique dans la musique, on pourrait dire classique. Je parle du genre classique et non pas de la période, hein, bien oui, sûr. oui, Donc, voilà, d'ailleurs on a un petit jeune là qui se lance sur YouTube qui traite de ce genre de sujet, donc du classique, du baroque, de contemporain qu'on va recevoir bientôt, qui s'appelle Léo. Voilà, je suis tombé sur ses vidéos en cherchant des documentaires sur la musique classique et en fait je suis tombé sur lui et j'ai trouvé que ce qu'il faisait c'était vachement intéressant puisque je pense qu'il faut qu'on parle aussi vachement de. Je pense qu'il faut qu'on fasse découvrir, comme ça serait bien qu'on oui. reçoive des gars qui font du gent et tout, puisque moi je n'y connais pratiquement rien dans ce style. Là, je sais qu'on a pas mal de trucs, enfin ça va être bonnard quoi. Mais pour en revenir au Ouais. planning, et encore une fois, ce que je vais dire, c'est que le fait de se donner un objectif avant de commencer à travailler, de temps, Hum. quand tu l'as atteint, tu te sens bien. Oui, non, mais c'est clair. Tu te dis, bon, Et si par c'est, exemple, tu te dis, si tout dépend du. Bon, moi j'arrive à rester concentré plusieurs heures d'affilée, mais quand t'as pas l'habitude, c'est pas évident. Mais hum. si par exemple, tu te dis pendant 20 minutes, je fais que cet exercice, à l'arrivée des 20 minutes, psychologiquement, outre les progrès que tu peux éventuellement faire, tu te sens satisfait. Et Ouais. ça, c'est vachement important, quoi. Et du coup, tu Hum. assimiles ta pratique à du plaisir parce que tu te dépasses et ce qu'on disait avec Alex Cordo la semaine dernière, aussi, tu vois, à un moment donné, il faut se dépasser, quoi. Et il n'y a pas que le Oui, fait de se complètement. dépasser sur des trucs techniques, mais aussi son cerveau, quoi. Hum. Voilà. Ouais, puis ce qui est intéressant là-dessus, c'est que finalement, quand tu commences à réfléchir à tout ça, moi je me rends compte que parfois tu as des guitaristes qui vont bosser des trucs juste pour bosser des trucs, en se disant par exemple, tiens, tout le monde dit qu'il faut bosser ça, alors je vais bosser ça. Par contre, ils ne se posent pas forcément la question de est-ce que moi j'ai besoin de ça? Et du coup, est-ce que j'ai besoin de le bosser? Parce que la guitare, on a la particularité quand même d'avoir un instrument que, comparé à d'autres instruments, qui a vraiment une palette de possibilités qui est complètement monstrueuse, quoi. Déjà, rien que quand tu t'arrêtes sur la guitare elle-même, avec toutes les techniques existantes de jeu, que ce soit avec la main gauche, la main droite, mais quand tu rajoutes en plus les pédales d'effet, quand tu rajoutes le fait qu'il y ait la guitare électrique, la folk, la classique, la manouche, la flamenco et compagnie, enfin, c'est un instrument qui est monstrueux en termes de possibilités. Et finalement, on n'a pas besoin de tout connaître. En fait, moi aujourd'hui, c'est la philosophie que j'ai. Il y a plein de choses que j'ignore. Il y a plein de choses que je maîtrise pas. Il y a des genres où j'y connais rien. Il y a des genres que je connais bien. Il y a des choses que je maîtrise bien. Et en fait, je m'en fous complètement de pas tout maîtriser. C'est parce que ça m'intéresse pas. Moi, Oui, je veux voilà, juste c'est ça. maîtriser ce qui est utile pour moi. C'est-à-dire ce qui est utile pour mes compositions. Parce que moi, je suis avant tout focalisé aujourd'hui sur tout ce qui est composition. C'est ce qui m'intéresse. Je veux faire de la compo avant tout. Donc moi, en fait, tout ce que j'apprends, ça a une seule et unique objectif, c'est de me servir dans la compo et de m'aider à développer mon style, à définir définir mon style. C'est ça que je cherche en priorité. Donc, je vais jamais chercher à apprendre quelque chose que je sais pertinemment que je ne vais jamais utiliser. Tu vois, Oui, une technique que je vais jamais tout à utiliser, je ne fait. vais pas chercher à l'apprendre, bien que parfois, si vraiment c'est quelque chose que je sens que ça m'intéresse pas forcément en tant que tel, mais que j'y vois une possibilité de l'intégrer, de la détourner, là, Oui. je peux m'y intéresser quand même. Tu vois, mais après, si c'est quelque chose où je sais que ça me parle pas, je vais pas aller dans cette direction et je vais même pas avoir de scrupules à ne jamais bosser tel ou tel genre ou ne jamais bosser un seul morceau de tel ou tel artiste. Voilà, ça me pose aucun souci de conscience. Et peut-être c'est aussi ça qu'il faut pour les auditeurs quand vous voulez vous faire un planning, c'est de penser avant tout à vous
et de ne pas penser à faire un planning en fonction de ce que font les autres. Parce que souvent, forcément, on se dit, eh ben, tiens, comment, tu sais, on va voir le fameux planning de Steve Vai, il a je ne sais plus combien d'heures, le 30 heures workout, je crois que c'est ça, Ah, ou 10 heures, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il y a? non, 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 non. Je vois. C'est quoi ce truc? C'est son bouquin là? Ah, bah, tu sais, c'est un programme qui était sorti dans un guitar magazine, je sais plus du tout. Il y a Levi Clay, le youtubeur Levi Clay, qui en a fait une vidéo où il l'a fait. Et je crois que c'est 10 heures. Il me semble que c'est un workout de 10 heures où du coup il fait, t'as plein de trucs techniques, de travail de composition, travail de l'oreille, etc. Donc en fait, je dis ça parce que voilà, tu as plein de guitaristes qui vont aller voir, tiens, tel guitariste, quel planning il suit. Ils vont aller voir, tiens, Satriani, comment il a bossé, tiens, Malmsteen, comment il a bossé, etc. Et ils essaient de faire un peu un pot pourri des fois de méthodes de plein de guitaristes, sauf que finalement, ce que ces guitaristes-là, ils ont fait, c'est des plannings qui étaient pensés pour leurs besoins à eux, Oui. mais qui ne sont pas forcément bons pour les besoins que vous avez, quoi. Et du coup, c'est vrai que moi, c'est ce que je conseillerais si vous voulez faire votre planning, c'est de, avant tout, vous recentrer sur vous et comprendre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est se connaître soi-même, c'est comprendre ce que tu as besoin profondément à la guitare, qu'est-ce que tu as besoin qu'est-ce que tu as besoin de faire avec ta guitare. Parce que tu as des guitaristes, par exemple, leur but, ça va être juste être de faire de la compo. T'en as d'autres, leur kiff, ça va juste être de reprendre des morceaux. T'en as, ils veulent faire que du blues. T'en as, ça va être des gros métalleux. T'en as qui veulent faire que de l'acoustique. Tu vois, chacun va avoir des besoins complètement différents. Et du coup, forcément, le planning ne peut pas être général. Tu vois. On ne Mm. peut pas conseiller, OK, toi, tu es guitariste, tiens, je te donne ton planning, là, tu as pour un an à bosser, ciao, et viens me revoir dans un an, ça ne marche pas. Tu vois, il y a forcément à prendre en compte sa personnalité et ses besoins. Après, il y a souvent, si tu veux, ce que je pense, c'est qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être complémentaires de ta pratique. Comment Ouais. dirais-je? Euh, Des fois, il y a des choses que tu vas puiser en fait dans d'autres, comme tu disais, d'autres trucs qui t'intéressent pas, mais qui nourrissent. Hum. Par exemple, bon, moi je serai jamais guitariste classique, tu vois, mais bon, des fois ça m'arrive de travailler des petites études à la con, ou des trucs de contrepoint de Bach, ou des trucs comme ça. Même si je vais pas faire du classique, après ça va nourrir mon impro, et comme dans ma Ouais. méthode un peu comment dirais-je, d'assimilation, je dirais, c'est le fait de prendre quelque chose et d'essayer de se l'approprier, et de suite le réutiliser Voilà. dans un contexte qui t'est propre, quoi. C'est ce que tu disais. Hum. Bon, moi je suis plus axé sur l'improvisation, sur le phrasing, voilà, Hum. que la compo à proprement parler, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, comme tu dis, il y a des fois, bon, il faut pas, voilà, c'est un peu obsolète, voilà. Ce que tu dis, c'est que c'est obsolète de travailler le planning de quelqu'un d'autre, quoi. Oui, en fait, tu peux t'en Oui, inspirer, je voilà, c'est pense, ça. pour voir comment eux, ils ont réfléchi. Et je pense que tu peux repiquer des choses, mais par contre, le prendre tel quel et l'appliquer tel quel, je dis pas que que ça ne marcherait jamais, parce qu'il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des gars, ils vont bosser le planning de tel mec, et voilà, pas forcément se faire un planning à eux, et ça va marcher pour eux, tu vois, ils vont progresser, etc. Même si je pense qu'inconsciemment, on reformule toujours le planning des autres, parce qu'on va jamais le bosser exactement tel qu'il est. Moi, en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Tu vois, j'ai bossé le bouquin de Petrucci, là, Rock Discipline. J'ai bossé le suite Patrick Ronda, Virtuosité, Vélocité à la guitare. J'ai Ouais, alors bossé ce je Malmsteen, tiens à le etc. Mais dire, je les ai jamais suivis, jamais. grâce au J'ai pris. podcast, alors pareil, la vidéo pédagogique de Patrick Ronda, je me la suis faite un été, pareil, et j'ai vraiment, Ouais. grâce à cette vidéo, j'ai passé un gros cap, c'est-à-dire que les gens qui m'ont vu jouer au début de l'été et à la fin de l'été, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que t'as foutu cet été? Ah ben j'ai dit, ben, la vidéo de Patrick Patrick Ronda. Ronda. Voilà, et hier soir, parce que j'adore mettre de la musique avant de m'endormir, et hier soir j'ai réécouté Amphibia de Ah, Patrick ça, c'est Ronda. énorme ce morceau. Ah, Tu parles cet de album. l'album ou Ah juste du ouais, morceau? l'album. L'album, il L'album, ouais. est. Ah, moi, je l'adore cet Ah, album. moi, j'adore cet album. Ah, franchement, moi, je devais avoir 14 ans quand il est sorti. Je me souviens en plus, bon, tu sais, t'as un peu les flashbacks t'as un peu les flashbacks qui te reviennent en même temps, tu sais, Ouais. de nostalgie, en fait, on va dire, entre guillemets, Hum. des endroits où tu l'écoutais et tout ça. Et c'est vrai que cet album, il est merveilleux. D'ailleurs, j'espère qu'on pourra le recevoir dans le podcast. Ça serait vraiment. Ah ouais, ça serait énorme.
Alors Ça du coup, serait les génial. auditeurs, hein, ça dépend aussi de vous, hein. Il faut vraiment que le podcast prenne encore plus d'ampleur là, pour motiver Patrick Ronda à venir, même si Alors, bon, le mec a l'air super sympa, en oui, plus oui, bien super sûr, oui. humble et tout ça. Je suis sûr qu'il serait ravi de, Ah de ouais, ouais, discuter guitare comme ça pendant 1 heure. ça Mais c'est j'espère qu'on sûr. pourra l'avoir. Ce sera un Ouais, grand ouais, ça serait privilège. génial. Et d'ailleurs, vous avez sauvé combien? 25 mouettes, c'est ça, Cyril? Ou pas? Et des baleines aussi. Il y a Et quelques ouais, baleines, effectivement. Il y a, il y a Xavier qui nous disait sur Facebook qu'il a sauvé une mouette. d'accord, super. Donc, Merci merci à Xavier tous pour les pour mouettes. les. Alors, d'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez Merci à pas tous encore les autres. posé d'avis sur iTunes, je vous invite à mettre un avis 5 étoiles, parce que là, nous sommes dans la perfection. C'est-à-dire que nous Ouais. avons On 25 a avis, c'est ça? 20. Je crois qu'on est à 20 actuellement. J'ai pas été revoir aujourd'hui, mais il me Ce qui est semble hier on était formidable, à 20. ce qui est C'est formidable, déjà mais grâce à vachement bien. vous, et je vois que on a quand même, enfin, on a regardé les stats hier, c'est quand même, on est vraiment très agréablement surpris avec Cyril. Pour nous, c'est une réussite. C'est Ouais, pour déjà, dire que on ça fait est, que 2 mois. voilà, c'est génial. Donc, on est vraiment content que, apparemment, les gens se suivent et puis, voilà, donc Hum. c'est vraiment génial. Il y a même des gens inscrits à la newsletter. Alors, excusez-moi pour les personnes qui sont inscrites à la newsletter. Sur Aosha, donc notre distributeur de podcasting, pour l'instant, je n'ai pas encore mis trop les mains dans le cambouis. Et il s'avère que je n'arrive pas à envoyer la newsletter pour l'instant. Donc, je veux m'en excuser. Voilà. Bon, enfin, bon, bref. Parenthèse mise. Donc, pour en revenir à ce planning, je te donne la main. Vous avez la main, cher Cyril. Bah, je sais plus ce qu'on disait, on parlait de Patrick Ronda. Oui, je disais que j'avais repris, tu vois, j'avais bossé bon, toutes les VHS que tu avais à l'époque, hein, Ouais, forcément. voilà, Paul Gilbert aussi, enfin tous ces trucs-là. Mais il y en a aucun que j'ai respecté à la lettre, tu vois. Je sautais des exercices, il y en a que je faisais plus que d'autres. Je changeais l'ordre, etc. Donc, au final, j'ai pas été on va dire un élève très studieux par rapport à leur cours, mais en fait, je prenais ce que j'avais besoin et ce que j'estimais à l'époque être nécessaire pour moi. Après, je cherchais pas à aller plus loin, quoi. Donc, c'est en ça que je dis que, à mon avis, je pense qu'ils sont quand même rares les mecs qui ont appliqué stricto sensu complètement un planning, que ce soit d'une VHS comme ça, de Petrucci ou d'un autre. Ah, Et ben, par on exemple, moi, formule oui. toujours un petit peu, quoi. Moi, Ah oui. ouais? Ah ben Ouais, voilà, parce on que a trouvé la perle rare. c'est que comme je suis un peu jusque-boutiste, Ah bah, du coup, mettez 5 étoiles au podcast pour féliciter Sébastien. voilà, c'est ça. Et puis, de toute façon, si vous voulez votre épisode sur les élèves X-Men, Et on nous a demandé quand est-ce qu'il aurait lieu, hein. Là, va falloir qu'on fasse du teasing là. parce que du coup, tu sais, j'en ai parlé à Manu. Bon, bon, enfin, bref, j'ai une nouvelle copine et bon, forcément, enfin, bon, elle est quand même vachement mélomane. Et puis, je lui ai expliqué, en fait, les aventures qui me sont arrivées en tant que prof de guitare. Elle a eu du mal à croire certaines anecdotes, je peux vous le dire. Donc, Ah là, je pense que si ça vous allez vend vous pas du régaler, hein. rêve. Vous allez vous régaler, quoi. On va dire que ce sera les élèves X-Men et les situations insolites. Je donne un cours de Ah, c'est guitare, pas ça mal, ouais. tourne mal, lol. Oui. Tu vois? Donc, Complètement. voilà. Donc, pour ce qui est, encore une fois, ce que je veux dire aussi par rapport à la pratique, c'est que des fois, j'ai remarqué aussi un truc, c'est que par exemple, tu travailles un exercice, admettons, Ouais. et tu veux te pousser ta limite. Et des fois, ben, en fait, tu arrives à pousser ta limite dans un contexte. Hum. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire que complètement, par oui. exemple, si tu es en train de faire l'exercice, tu vas pas arriver à telle vitesse, alors que quand Hum. tu improvises, moi c'est mon cas souvent, Ouais, ouais. c'est-à-dire que je vais arriver à décupler ma vitesse en fonction du morceau dans lequel j'improvise et non pas dans la pratique. Est-ce Hum. que tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement, oui. C'est en fonction du contexte où tu utilises justement le plan. Il y a des fois, quand tu vas le jouer sous forme d'exercice, ça va être moins naturel que quand tu vas le placer dans un flux plus travaillé. Et des fois, tu as aussi l'inverse. Tu as aussi des fois, moi je sais qu'il y a par exemple des trucs que j'arrive à passer plus vite en exo et moins vite quand je vais essayer d'improviser avec. Ça, par contre, je sais pourquoi. C'est parce que c'est des choses que j'ai pas suffisamment encore intériorisées, par exemple. Donc, généralement, ça te fait une baisse d'aisance quand tu dois l'intégrer par exemple, dans une impro ou même une compo, parce que il est pas isolé, mais il est connecté à d'autres éléments. Et du coup,
quand tu travailles sous forme d'exo, vu que c'est complètement déconnecté d'un avant et d'un après, tu le travailles de manière autonome. Et quand tu cherches à l'inclure quelque part, bah, souvent le problème, ça va être les transitions, ça va être le fait de le rendre naturel, etc. Donc il peut y avoir l'un et l'autre. Ouais. Oui, c'est vrai, t'as sûrement raison. Puis aussi dans ce qui est performance physique, parce que Oui, il y a aussi la fatigue qui joue. oui, Voilà, si t'es frais, si t'es un peu libéré dans ta tête. C'est marrant parce qu'en fait, il y a une anecdote qui me revient. Enfin, une anecdote, non, mais une constatation. Il y a un truc qui m'avait frappé quand j'étais vraiment petit. Il y avait ouais. un dessin animé, alors ça n'a rien à voir avec la musique, la guitare et tout. Il y avait un dessin animé qui passait qui s'appelait Paul le pêcheur. Je sais pas si vous vous en souvenez, un truc Moi, japonais. ça me dit rien. Ça te dit rien? Et en Non. fait, lui, bon, bah, forcément, comme son nom l'indique, le dessin animé était axé autour de la pêche. Voilà. Et en fait, à un moment donné, il faisait un concours de lancer de plomb à la canne à pêche, si tu veux. Hum. Et en fait, il perdait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il aille foutre un coquillage pour gagner. D'accord. Si tu veux, il y avait un terrain où il fallait envoyer la canne à pêche, et il est allé Ouais. foutre un coquillage. Et là, il est arrivé beaucoup plus loin. Est-ce que tu vois ce Hum. que je veux dire? C'est qu'il avait Ouais, besoin. il avait besoin de visualiser Ouais, un point, en fait. voilà, c'est ça. Effectivement. Tu vois, Ouais, bon, ça, c'est c'est... un peu incongru comme comparaison, mais quand j'étais petit, ce passage-là, il m'a vachement marqué. Je pense que ça m'a influencé dans ma vie. Me dire que moi, j'ai vachement besoin de ça, et c'est un peu ce qui a posé quelques problèmes, on va dire, dans ma vie un petit peu. C'est-à-dire le fait que moi, j'ai besoin de me projeter. J'ai besoin Hum. d'un point. Je peux Ouais. pas, tu vois, comme Elon Musk, par exemple, puisque bon, j'adore Elon Musk. J'ai lu, je crois que c'est la troisième fois que je lis sa biographie. Euh, Et puis je vois la petite photo sur ton bureau ouais, d'Elon voilà, Musk. ouais, voilà, c'est ça. Ben, parce qu'il m'influe, parce que pour moi, c'est un exemple, ce mec. C'est-à-dire que le mec se dit, je vais envoyer 1 million de personnes sur Mars, et il est dans un tunnel et il voit pas le fond. Il voit pas le bout, Hum. il voit pas la lumière du tunnel, si tu veux. Pour moi, c'est ça, hein. Je grossis le truc au maximum. Ouais. Et si tu veux, moi, je peux pas. J'ai besoin, sinon j'ai du mal à avancer. En fait, si j'ai pas Hum. un point sur lequel me Ouais. rattacher. Par exemple, là, pour l'instant, ma vie, si tu veux, c'est puisque bon, j'ai vécu ça, là, cette séparation dans une vie, si tu veux, je pense que ça marque quand même pas mal. Mais j'arrive C'est pas, sûr. j'ai du mal à me projeter, et donc tu veux, je suis un peu dans le flou, tu veux. Hum. Et moi, j'ai besoin d'avoir un point, j'ai besoin de me dire, ouais, pendant tant de temps je fais ça, à l'avance, et c'est un peu Ouais. problématique parce que du coup, tu es plus dans le moment présent comment il s'appelle Chopra, tu vois, le mec qui écrit des bouquins de. Comment il s'appelle je ne sais plus son prénom, mais c'est Chokra, ou c'est lui qui a écrit Le D'accord. Moment Présent. Bref, le pouvoir Hum. du moment présent. Moi, mon problème, c'est justement que je suis vachement dans le futur, en fait. Hum. Je suis pas du tout dans le passé, je suis très peu dans le présent, et je suis beaucoup dans le futur, et c'est un peu mon problème, quoi. J'ai besoin de visualiser l'endroit où je vais, et pareil, et c'est pareil dans la pratique, si tu veux. Tu vois. Bah, en même temps, c'est vachement important ce que tu dis là, et l'exemple de Paul le pêcheur, là, c'est justement un bon exemple, parce que moi, j'ai pu le constater clairement avec des élèves, c'est que effectivement, quand tu leur mets un point à viser, ils arrivent à aller plus loin, et ça, je l'ai notamment noté en termes de vitesse. Par exemple, des élèves à qui je disais, allez, aujourd'hui, par exemple, l'élève, il galère en vitesse sur un aller-retour, et puis, par exemple, il n'arrive pas à aller plus vite que, je sais pas, Mm. 130 BPM en double croche. Puis je lui dis, OK, aujourd'hui, on va essayer d'aller à 200 en BPM. Alors évidemment, le gars, pour lui, là, il a les yeux qui sortent de la tête parce qu'il se dit, mais j'arrive déjà même pas à aller à 130, comment tu veux que j'aille à 200? Et du coup, c'est pas grave, tu lui dis, OK, on va commencer tranquille, on commence à 100, 110, un endroit où il est à l'aise, etc. Puis au bout d'un moment, tu commences à pousser, et en fait, c'est un hack du cerveau, parce que quand tu lui dis, allez, on tente le 200, lui, ce qu'il voit comme difficulté, c'est 200. Même si sa difficulté actuelle, c'est 130, il va plus voir le 130. Le 130, en comparaison, ça va lui paraître facile. Tu vois, s'il se focalise toujours sur « Ah, j'arrive pas à dépasser 130 », bah, en fait, Oui, il voit sa limite à 130. Par contre, si tu lui dis « Tu vas aller à 200 », bah, sa nouvelle limite, ça devient plus 130, ça devient 200. Et du coup, il va chercher à atteindre 200. Alors, il va se vautrer comme une bouse, mais qui va atteindre 140, par exemple. Mais il va atteindre 140 parce que sa limite, on l'a mise à 200, tu vois, et que sans ça, il n'aurait jamais su qu'il aurait pu dépasser ses là 130. tu parles un peu de la barrière psychologique, et Voilà, je vais c'est raconter exactement une ça. autre anecdote. Quand j'avais mes élèves,
mes 3 élèves ados du mercredi après-midi qui ont bossé, je sais plus ce qu'on bossait. Et en fait, donc pareil, dans cet état d'esprit, ah ouais, mais on n'y arrive pas, c'est trop rapide et tout. J'ai dit, bah écoutez, je vais baisser le truc, je vais baisser de 20 points et on va remonter progressivement. Bon, ok. Et en fait, je leur ai rien dit. Et en fait, ils devaient bloquer à genre 110 ou 120, un truc comme ça. Et je suis monté jusqu'à 130, 140. Sans leur dire. Ouais. Tu vois. Et en fait, ils y arrivaient. Ben, je dis, vous voyez que vous y arrivez. Vous savez à combien on est là? Ah bah non, 130. Ah ouais. Ah bah oui, d'accord. Parce qu'en fait, il y avait une barrière psychologique. Complètement. J'ai exactement le même genre d'exemple, tu vois, ça m'est arrivé aussi. Alors c'est ça qui est bizarre aussi, c'est qu'en fait les deux fonctionnent. C'est-à-dire que quand tu mets un point qui est vachement plus loin que leur capacité, ils arrivent à dépasser leur limite. Et aussi quand tu enlèves complètement tout repère, ils y arrivent. Du coup, t'effaces le blocage, tu ne dis pas à quel tempo il n'a pas de référence possible, donc il peut pas. Des fois, moi j'ai remarqué que certains élèves, ils n'arrivent juste pas pour c'est parce qu'ils stressent à la difficulté. Ils savent par exemple que 130 c'est difficile pour eux, donc en fait leur corps il est déjà en état de stress, de tension, parce que ils se disent je vais pas y arriver. Avant même de faire moindre son, ils sont déjà en tension, je vais pas y arriver, et du coup forcément ils y arrivent pas parce que leur corps il est dans cette logique de je vais pas y arriver, il est en mode protection, donc du coup tout est tendu et ça passe pas. Alors que quand tu sais pas, t'es dans un tempo, tu sais pas ce que c'est, bah du coup ton cerveau il peut pas se dire ah, attention là c'est la zone de danger, bah il le sait pas, donc en fait il y va, et puis alors c'est ça qui est marrant, c'est que ça fonctionne dans les deux cas. Tu vois, finalement, que tu donnes le point ou que tu retires toute visibilité, ça fonctionne. Oui, tout à fait. Ah oui. C'est intéressant les mécanismes du cerveau quand même. Ah oui, le cerveau, c'est magique. D'ailleurs, je vous invite à lire Le cerveau mélomane. Je vous mettrai en cas le lien dans le cerveau mélomane, le cerveau de Mozart. Et alors je vous mettrai j'en ai pas mal qui sont vraiment bien là, dont j'avais fait des chroniques, je crois, et que j'ai gardé ceux-là, je les ai pas jetés. Mais par exemple, je ne sais plus l'auteur, j'avais un autre ouvrage sur le cerveau qui n'avait rien à voir avec la musique, et c'est vrai que le côté psychologique compte énormément, quoi, dans le. Oui. C'est pour ça que je dis que aussi le fait de pas trop se donner d'objectifs trop gros dans son planning. Par exemple, si vous n'avez jamais travaillé, pratiqué la guitare plus d'1 heure, n'allez pas vous mettre 3 heures de pratique dans un planning. Limite, baissez votre zone de confort. Vous vous dites, bon, je fais ça pendant 20 minutes, parce que 20 minutes à faire un exercice, des fois, c'est extrêmement long, quoi. Pour une personne qui n'est pas habituée. Donc voilà, c'est encore Surtout une fois. pour garder la concentration. Et encore une fois, c'est pas une grosse action un jour. Si vous faites un gros planning, que vous le faites en une fois et qu'après pendant 7 jours vous faites plus rien, ça servira à rien. Ça servira à rien. Ce qui va compter, c'est la petite action de tous les jours. Ça s'appelle d'ailleurs scientifiquement parlant, ou je sais pas, dans le business, on appelle ça l'effet cumulé. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire une petite action tous les jours pendant extrêmement longtemps pour en faire une habitude, plutôt que de faire un jour, de se faire comment dirais-je, de se faire violence un jour et plus rien pendant 30 jours, quoi. Voilà, donc, c'est le pouvoir de l'action, en fait. Il ne faut pas non plus trop intellectualiser le planning et réfléchir pendant 10 ans à la manière la plus optimale de faire son planning. Là, il faut que je fasse 1 heure de théorie plutôt qu'1 heure et quart, etc. Il ne faut pas non plus aller trop dans l'extrême comme ça. Vous voyez, là-dessus, il y a une citation que j'aime bien, c'est « Un con qui marche va plus loin que 2 intellos assis ». Et en fait, c'est un peu la métaphore du fait que vaut mieux agir que trop intellectualiser. Voilà, c'est ça. Du coup, tu vas plus loin. Et même si le planning n'est pas parfait, moi, je parle en connaissance de cause, que je suis extrêmement perfectionniste. C'est un de mes plus gros défauts qui parfois me fait perdre beaucoup de temps. Et même si j'en suis conscient, et je le vois qu'on ne peut pas faire un planning parfait, on ne peut pas faire les choses parfaites, etc. Et des fois, il faut accepter que voilà, on fait les choses un peu de manière empirique, un peu expérimentale. Peut-être qu'actuellement, le planning que vous allez définir, il n'est peut-être pas parfait, peut-être que vous pourriez améliorer tel ou tel truc, mais à la limite, on s'en fout, vous allez l'améliorer en cours de route, à force de faire, parce que vous allez vous faire un petit planning d'1 heure, par exemple, pour bosser la guitare. À la fin,
je pense que c'est important de faire un petit récap, c'est-à-dire se dire au bout de l'heure qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, faire un petit bilan. Puis comme ça, se dire, OK, le lendemain, là, il y a matière à améliorer. Si par exemple, vous avez vu que vous avez mis sur 1 heure, vous avez mis trop de technique et que ça vous a gavé, peut-être pour le lendemain, vous pouvez ajuster en vous disant, moi, faire trop de technique, ça ne fonctionne pas. Vaut mieux que j'en fasse moins et que je fasse plus d'autres choses. En fait, vous allez affiner votre planning. Vos premiers plannings, ils seront de toute façon un peu expérimentaux parce que avant de tester le premier, il va falloir voir ce qui fonctionne pour vous. Parce que certains vont. Moi, je sais que par exemple, faire de la technique, ça ne me pose aucun problème. Je peux passer franchement à faire 8 heures de technique sans me lasser, parce que j'adore faire de la technique pure. Et il y en a, ça va les gaver complètement. Et ils vont avoir besoin de faire une approche plus créative, ou alors ils vont avoir besoin de bosser des morceaux plus tôt. Donc c'est vrai qu'en fonction de quel est votre rapport à l'instrument et quel est votre rapport à l'apprentissage, il faut du coup forcément ajuster, doser. C'est un peu comme une recette de cuisine, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai. C'est un peu ça. On va doser les contenus en fonction de ce qu'on a besoin, encore une fois, et en fonction de comment on ressent notre lien avec l'instrument. Okay. Après, c'est vrai que les plannings, peut-être, ils ont souvent le défaut pour beaucoup d'être assez techniques. Je ne sais pas si tu as déjà vu, si tu as déjà des élèves qui t'ont présenté des plannings à eux, mais parfois, moi non plus. Donc c'est pour ça, je voulais voir si tu avais un retour de ton côté. Par contre, pour ce qui est du travail de la technique, moi je parle pour mon cas spécifique. Ouais. Jamais je ferai un exercice... Si je fais un exercice, vraiment, c'est un exercice ciblé. Bon, c'est vrai que je donne pas mal d'exercices aux élèves selon leurs problèmes, pour certains mouvements, notamment. Moi, je parlais souvent que j'avais le petit doigt qui était vachement faible et que je suis obligé de l'entretenir tous les jours pour qu'il soit efficace. Mais quand je vais vouloir exploser ma limite, je vais pas me faire un exercice vraiment, mais je vais travailler d'une forme de phrasing, toujours pareil. Je vais prendre par exemple, je vais pas bosser l'aller-retour à proprement parler, je vais bosser sur une phrase, par exemple. Un trait. Ouais, tu vas tout de suite le mettre en contexte musical, en fait. Voilà, c'est ça. Enfin, dans le contexte dont j'ai besoin. Par exemple, de travailler, je te donne l'exemple. Par exemple, tu me verras jamais travailler du Michelangelo Basio, même si je l'aime beaucoup, ce mec. Je suis pas, voilà, comme on disait déjà, je préfère le regarder que l'écouter. Oui. Mais tu vois, je ne vais pas travailler des exercices comme ça, purement techniques, comme les exercices de Paul Gilbert, ou alors vraiment parce que le doigté demande quelque chose, ou plutôt un doigté inhabituel, on va dire. Mais pas, ce sera toujours j'essaierai toujours de faire ça, de pas penser ça comme un exercice. C'est un peu ce que je disais dans la vidéo d'hier. Par exemple, dans la vidéo d'hier, donc là on est le 5 novembre, la vidéo a été postée le 4 novembre 2020. En fait, j'expliquais que quand on fait un fragment de gamme, de ne pas bosser sa gamme comme une gamme, mais plutôt comme une phrase musicale, même si c'est que des notes conjointes. C'est-à-dire avec de la nuance, avec de la dynamique, avec de l'intonation, avec de l'interprétation même. Voilà, le but vraiment de plus faire sonner... faire vivre. Voilà, c'est faire vivre même une pauvre gamme avec du vibrato, avec du panache, j'ai envie de te dire presque. Tu vois, dans le sens où... parce que finalement, tu vois, je regardais pareil une vidéo d'un gars qui m'a mis un commentaire là. Donc désolé s'il se reconnaît, mais il improvisait sur un backing track de Pink Floyd. Il faisait les bonnes notes, mais il aurait joué avec un morceau de bois en appuyant sur les touches. C'était pareil, si tu veux, les notes n'avaient pas d'humanité dans le sens où il suffit pas de faire les notes, il faut aussi les jouer avec, les faire vivre. C'est pas juste poser ses doigts sur l'instrument, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a quand même. Après, c'est les personnes qui ont un bon niveau s'en rendent pas forcément compte. Moi, c'est des choses que je me suis dit que récemment, si tu veux. Il suffit, voilà, c'est qu'en gros, il suffit pas de mettre les doigts. Si je puis me permettre, tu vois, sur le manche, quoi. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on a tendance à faire quand on en gros, sortez-vous les doigts, quoi. Voilà, c'est ça.
Là, parce que ce que les gens savent pas, c'est que nous sommes en visio avec Cyril, que moi, là, je me marre. J'ai essayé d'être discret et en fait, du coup... Mais ouais, j'étais en plein écran sur l'ordi, donc la discrétion, c'est mort. Ouais, c'est mort. Mais en gros, c'est vrai que quand on débute, on a clairement pas cette vision là au début. On a forcément la vision déjà arrive à poser ses doigts correctement. C'est déjà un challenge, tu vois. Donc forcément, après arriver à poser les doigts et en plus à faire sonner bien les choses, là on est fou, on est très loin. Et c'est vrai que c'est normal que les débutants généralement sont concentrés déjà sur placer les jeux, simplement arriver à faire les notes. Voilà. Et effectivement, c'est pour ça ce que tu dis, c'est totalement vrai que c'est quelque chose auquel tu penses généralement plus tard. Mais c'est bien. Moi, des fois, je l'ai déjà conseillé à des élèves, notamment quand je faisais apprendre la gamme pentatonique, notamment quand je leur faisais faire leurs premières petites impros ou les premiers solos. En fait, j'évacuais tout de suite l'aspect technique. Parce que si tu leur donnes la gamme, tu dis, voilà, tiens, on commence par la position 5 ou la position 4 ou peu importe. Je leur donne une position. Je leur dis, je leur donnais moi la position 1 de la pentatonique assez courant. Et je leur dis, vas-y, improvise avec ça. Ils vont tout de suite avoir le réflexe de faire trop de notes, de vouloir, d'être en mode gamme, en fait, d'éplucher la gamme comme ça, note après note, sans forcément chercher à faire des mélodies avec. Donc moi, en général, tout de suite, première contrainte que je donnais, c'est je leur disais, OK, tu as le droit d'utiliser 2 notes maximum. Et généralement, je leur donnais une seconde, un intervalle, pas une seconde, une tierce. Je donnais la fondamentale avec la tierce mineure. Et du coup, je leur disais, voilà, tu n'as que ça pour bosser ta penta, et maintenant, improvise avec ça. Et du coup, en fait, quand tu retires la possibilité aux gens d'avoir accès à toutes les notes, ils sont obligés de se concentrer sur un autre aspect, parce qu'une fois que tu as fait tes 2 notes, tu es obligé de jouer sur un autre aspect, jouer sur le rythme. Ce dont je parle aussi souvent, c'est le fait de se créer un exercice handicap, de se dire, voilà, improvise avec une seule corde, improvise avec 2 cordes, improvise avec 2 notes, répète les notes, mets-les dans tous les sens, cherche dans le rythme. Voilà, et après, du coup, tu étends, voilà, ce que je dis souvent, tu étends ta zone de confort, quoi. Le fait après d'être libéré des contraintes, joue avec un seul doigt, joue qu'avec le petit doigt, joue qu'avec découvert le bas au médiator, joue qu'avec une seule gamme ou même une note. En plus, c'est ludique en plus. Par exemple, il y a un truc tu vas chercher. Il y a un exemple concret qui me vient, c'est que j'adore Pat Metheny, donc ça c'est pas un secret pour personne. D'ailleurs, je pense que je suis pas le seul, mais par exemple, il y a dans les versions live, forcément, les solos sont énormissimement plus guitaristiques et beaucoup plus flamboyants que sur les CD, d'accord ? Et si vous voulez, les meilleurs passages, c'est quand il fait une note, quoi, dans le solo, et ça met les poils quand tu vois, il a beau faire des trucs de fou, etc., puis d'un coup il arrive sur une note et il joue avec une note et du rythme, et là ça met les poils mais à mort, quoi. Ça crée de la tension. Voilà, c'est ça. Par rapport à ce qu'il a fait avant. Voilà, il faut pas hésiter à ça. Et j'ai une parenthèse qui me vient, et je tiens à le dire dans le podcast, et à mon avis ça mériterait qu'on en fasse un épisode complet, c'est que les gens assimilent le fait de faire de la technique à la vitesse. De travailler la technique à la vitesse. Et moi, je dis que la technique, ce n'est pas travailler la vitesse. La technique, c'est votre rapport. La vitesse, c'est un aspect. C'est un seul micro-aspect de la technique. Voilà. Avoir une bonne technique sur la guitare, ça ne veut en aucun cas dire jouer vite. Oui, parce que par exemple, Gilmour, il a une technique énorme. Pourtant, il ne joue pas vite. Moi, j'aurais dit Jeff Beck plutôt. Mais... par exemple, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le fait, c'est la technique, c'est le rapport à l'instrument, de l'humain à l'instrument. Et en fait, c'est pas parce que tu joues vite que tu as une bonne technique. La preuve, YouTube, c'est rempli de ça, quoi. Je suis désolé, de mecs qui jouent vite, mais qui n'ont pas forcément une bonne technique. Tu vois, le mec, il est crispé, tordu dans tous les sens pour faire ses plans, en apnée. Moi, j'appelle pas ça. Pour moi, un mec qui a vraiment une très très bonne technique et qui joue vite, c'est par exemple Guthrie Govan, quoi. Lui, il est au-delà de tout, quoi. Ouais, lui, il est. Alors, autant, tu vois, je suis tellement admiratif du gars, si tu veux, déjà parce qu'il maîtrise tellement que c'est hallucinant. Après, ça ne me plaît pas. C'est vraiment la musique, il a beau être super propre, les bands hyper justes et compagnie, la musique me touche pas. Alors, je sais pas pourquoi.
Je ne sais pas. Voilà. Mais c'est des questions de goût. Il a une technique absolument parfaite et aussi une pédagogie. Pour moi, c'est le meilleur pédagogue. Oui, il est très bon. Le meilleur pédagogue guitariste du monde, c'est lui, quoi. Quand il explique un truc, pour moi, c'est juste. Il y a une intelligence et une finesse dans ses explications sur les vidéos. Tu te dis, putain, le mec, c'est ça. Enfin, il y a une intelligence pédagogique, quoi. Tu vois, vraiment dans l'explication, dans le ressenti, dans la transmission. D'ailleurs, quand tu lis sa biographie, c'est un mec qui a été très, très, très longtemps enseignant dans une école de musique en Angleterre. Ah oui. Donc, c'est pour ça. Et puis en plus, c'est un mec, il est corticalisé, quoi. Enfin, il est cultivé. Enfin, il a fait des études, j'ai vu ça, de littérature ou un truc comme ça. Enfin, bon, c'est un mec vachement intelligent, vachement cultivé, super pédagogue, super humble. C'est pas du tout un gars qui se la pète, quoi, du tout, quoi. Tu vois, Oui, c'est clair. Enfin, il est pas du tout, il se met pas du tout en avant. Enfin, c'est vraiment chapeau, quoi. Voilà. Oui, et par rapport à ce que tu disais sur la technique, effectivement, on oublie souvent parce que beaucoup de guitaristes veulent jouer vite. C'est un peu la priorité des débutants. J'ai une théorie là-dessus. Vas-y. C'est qu'en fait, à la guitare, on a un instrument quand même qui... Donc, la guitare électrique, c'est très assimilé aux guitares héros et à l'emblème. Quoique, maintenant, de moins en moins, quand on était adolescent, j'ai l'impression qu'on impressionnait vachement plus les gens avant qu'on passe à l'ère du DJing, tu vois, tout ça. Mais la note, elle fait que mourir, si tu veux. Toi, quand tu joues d'un instrument avant ou quand tu joues du violon, si tu as une bonne technique, tu peux faire durer la note beaucoup plus longtemps. Et alors que nous, du moment qu'elle est sortie, la note, elle ne fait que mourir, sauf bien sûr si tu as un sustainer ou sauf si tu as un niveau, ce genre de truc. Ce genre de truc. Nous, la note, elle fait que mourir et donc on a peut-être cette frustration du fait que voilà, il faut peut-être qu'on remplisse parce que c'est hyper dur de faire tenir une note longtemps, quoi, tu vois. Ouais, c'est ce que je disais dans un autre podcast avec l'exemple du clavecin aussi, qui est dans la même idée où les notes sont très courtes et du coup, quand tu écoutes des clavecinistes jouer, il y a souvent énormément d'ornementation, énormément d'embellissement parce que ça permet de remplir l'espace sonore tout simplement, sinon les notes disparaîtraient, ce seraient des successions de notes vides, notes silence, etc. Donc je suis d'accord et encore là, c'est la guitare électrique dont on parle, mais si tu regardes sur une guitare classique qui a une durée de sustain qui est encore plus faible que sur une guitare électrique, c'est encore plus frappant, tu vois. Sur la guitare électrique, on a encore la chance de pouvoir mettre des compresseurs, de pouvoir aussi en fonction de la guitare, avec la distorsion, tu peux avoir une meilleure tenue de note, etc. Mais sur la guitare classique, tu es encore plus à nu, tu vois, encore plus limité par rapport à ça. Donc effectivement, j'avais jamais réfléchi à ça, mais je te rejoins, je pense que c'est une bonne explication. Du coup, tant qu'on parle des exos et de la technique, moi, je conseille bien comme ça aux auditeurs, c'est que pour travailler les exercices techniques, pour inclure des exercices techniques dans le planning, je vais rebondir à un truc que tu disais avant, au tout début, quand tu disais tu te fais un planning sur 3 mois, tu te fais un planning sur 1 mois, etc. J'imagine bien que ton planning sur 3 mois n'intègre pas du tout les mêmes notions au même niveau que le planning sur 1 mois, le planning hebdomadaire, etc. Attention, parce qu'en fait, j'incluais vachement... en fait, ça inclut mon planning, si tu veux, inclut vachement la création de contenu, en fait. Ah oui, ok. C'est vraiment pas un planning... guitaristique, c'est le planning, on va dire le planning guitaristique, il se fait au jour le jour, selon ce que j'ai écouté, selon ce que... Attention, quand je disais je me fais un planning, c'est que c'est parce que quand tu es indépendant comme ça, entrepreneur indépendant, si jamais quand tu fais beaucoup de choses, si tu te fais pas un planning pour t'organiser un peu, tu te perds vite, quoi. Et des fois, tu passes plus de temps à réfléchir à ce que tu vas faire, qu'à le faire, en fait. Voilà. Mais ok, je vois. Du coup, je vais quand même garder l'exemple d'un planning comme ça que s'il y a des auditeurs qui veulent justement faire des plannings sur des durées différentes. La question des exercices, faut y faire gaffe parce que le propre d'un exercice, vraiment l'objectif de l'exercice, c'est de vous amener à travailler
quelque chose de très spécifique. Ça peut être un doigté, ça peut être un changement de corde, ça peut être un mouvement de médiator, ça peut être une position d'accord, ça peut être une position de triade, ça peut être tout et n'importe quoi, mais en général, l'exercice technique, il est spécifiquement conçu pour vous aider à dépasser une difficulté précise de l'instrument. Et l'étude, c'est finalement une sorte d'exercice musical. Mais en gros, si je reviens sur l'exercice, le danger qu'il y a et que du coup beaucoup de guitaristes tombent dedans, le piège, c'est de garder son exercice pendant des semaines, des fois même quand on n'en a plus besoin. Parce qu'en fait, un exercice qu'il faut bien comprendre, c'est que vous devez le travailler que si vous avez la difficulté en question. Ça ne sert à rien de travailler un exercice technique, par exemple d'aller-retour, si vous avez une maîtrise de l'aller-retour et que vous n'avez pas de difficulté en aller-retour. Si c'est un exercice qui sert à résoudre une difficulté que vous n'avez pas, l'exercice ne sert à rien. Et même chose, quand vous avez travaillé un exercice et que vous avez surmonté la difficulté, continuer à travailler l'exercice n'a aucun intérêt. Vous perdez juste du temps et à ce moment-là, il faut changer d'exercice. Il faut soit modifier l'exercice existant pour travailler une difficulté proche, soit carrément changer d'exercice pour travailler un autre aspect. Mais donc, il y a souvent ça. Je vois souvent les deux erreurs, des guitaristes qui vont travailler des exos dont ils n'ont pas besoin et des guitaristes qui vont continuer à travailler des exos dont ils n'ont plus besoin. Et ça, intégrez-le dans vos plannings parce que si vous devez prévoir un planning sur un mois, à mon sens, c'est impossible de prévoir des exercices sur un mois. Parce que forcément, les exercices, ou sur un mois ou plus, ça va dépendre de comment vous avancez. Peut-être qu'un exercice, effectivement, il va falloir peut-être 2 mois avant d'arriver à surmonter la technique. Peut-être qu'avec d'autres, en 3 jours, l'exo, il ne vous sert plus à rien, il va falloir modifier. Donc attention au planning un peu strict sur des longues durées. En général, ça ne marche pas. C'est des choses, pour moi, tout ce qui est exercice pur, c'est des choses qu'il faut quasiment faire à la semaine ou au jour le jour. Par contre, ce que vous pouvez intégrer dans les plannings longs, à mon avis, c'est toutes les notions qui vont être d'ordre plus générique, comme la théorie, comme le travail plus profond de l'impro, la compo, le style. Tous ces aspects-là, à mon avis... là, c'est sur une vie. Oui, mais là... tu ne te fais pas forcément un planning sur 40 ans, tu vois. Là, je parle en tout cas par rapport à un planning qu'on ferait sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus. À mon avis, ça peut être en fonction. C'est comme ça que je raisonne. Si par exemple, je pense à des gens que je suis sur Facebook qui sont pas forcément des musiciens professionnels, mais qui sont des très bons musiciens. Par exemple, il y a une personne que j'ai rencontrée il y a 20 ans sur un site de guitariste qui s'appelait Guitar Live à l'époque, où on postait en fait des impros sur des défis, donc il s'appelle Ayman. Je sais pas s'il écoutera, mais je sais que Ayman il joue dans plusieurs groupes de compos, il joue dans un Tribute to Dream Theater. Donc par exemple, lui par exemple, je le cite parce que je me permets de le citer parce que je vois que c'est une personne qui a un très bon niveau et qui a une rigueur dans son travail, ça se voit. Si tu veux. Donc par exemple, quand tu joues dans un Tribute to Dream Theater, tu t'y prends pas une semaine à l'avance pour apprendre les morceaux. Tu m'étonnes. Donc forcément, tu es obligé d'avoir une vision de ta pratique à moyen terme. Je dirais pas à 40 ans, mais à 3 mois avant les premières répètes, avant les concerts. Et le fait qu'il y ait un concert qui est une ultimatum, encore une fois, c'est un peu le coquillage de Paul le Pêcheur dont je parlais tout à l'heure, c'est que tu vois quelque chose. Tu as une deadline, tu as un objectif, tu sais où tu vas, tu as un cap. Tu sais, c'est un peu comme quand tu es sur la mer, si tu es en voilier, si tu n'as pas un cap, tu vas rester au milieu de l'océan. Tu te perds et voilà, tu peux aller partout et nulle part. C'est ça. C'est un peu le syndrome aussi de la page blanche, quoi. Mais quand tu vas partout, c'est que tu vas nulle part, justement. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est important ce qu'on disait aussi, les contraintes. Je sais pas si tu connais le Loulipo. Ça me dit quelque chose. C'est un. Alors, je ne sais plus comment on peut appeler ça, mais ce n'est pas une association, mais en tout cas, c'est un regroupement d'écrivains qui était. Il me semble que c'est Raymond Queneau qui avait lancé le truc. Où en gros, l'idée, c'est qu'ils vont faire de la littérature par contrainte et ils se donnent des tonnes de règles. Tu as par exemple le plus connu, il y a un bouquin, je crois que c'est de Georges Perec, où il s'est donné comme contrainte d'écrire un roman sans jamais utiliser la lettre E. Autant dire qu'en français, ne pas utiliser la lettre E, c'est infernal. Ouais.
C'est un peu le même délire que Rabelais qui écrit un texte palindromique de 6000 mots, je crois. C'est le même genre d'idée, c'est qu'ils vont se fixer des contraintes. Par exemple, voilà, ils vont se dire qu'ils vont écrire un poème où chaque vers doit commencer par telle lettre, ou alors ils vont écrire des vers, un poème, en se disant que quand tu cumules les premières lettres de chaque vers, ça doit former le prénom de l'auteur. Ou tu dois aussi, par exemple, écrire ils prennent par exemple un texte et ils remplacent tel ou tel mot par d'autres mots, etc. C'est tout des jeux d'écriture, en fait. C'est des jeux d'écriture, des jeux de contraintes. Et en fait, pour la créativité, c'est super stimulant. Il y avait aussi une contrainte comme ça où, par exemple, ils prenaient une phrase et ils en faisaient 99 variations de la même phrase. Ça, pareil, il faut dire un truc, c'est que inspirant. Il faut dire un truc, c'est que la langue française le permet. C'est-à-dire que je te donne l'exemple, ce qui me frappe par exemple avec l'espagnol, c'est qu'en Espagne, tu as un mot, alors qu'en français, on en aurait, mais peut-être 50, quoi. Comme par exemple, ici, tu vas dire cuidado, tu vois, ça veut dire fais attention, mais en français, tu pourrais dire fais attention, sois prudent, prends garde, va doucement, tu vois, enfin, il y a des tonnes et des tonnes de trucs. En espagnol, c'est cuidado. Voilà. Tu vois, c'est un peu ce qui est. Et c'est, j'en parlais justement il n'y a pas si longtemps. Je disais, mais moi, je supporte plus de voir l'écriture Facebook, quoi, l'écriture Internet. On a une langue ultra. Voilà, un truc ultra riche, tu vois, une langue ultra riche et ultra belle. Parce que oui, c'est vrai. Et en fait, elle est dénaturée, elle est massacrée, elle est souillée par des gens. Enfin, je trouve ça dommage, quoi. Voilà. Oui, on est d'accord. Mais du coup, c'est vrai que cet aspect de contrainte, ça te force à aller chercher plus loin. Tu vois, que le côté superficiel que tu ferais naturellement. Et c'est aussi ça qui est intéressant par rapport au planning et par rapport quand vous travaillez. Dans votre planning, de vous mettre des contraintes, par exemple, tous les jours une contrainte différente. Genre, ne pas jouer avec l'index. Oui, voilà, par exemple. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça va vous sortir des clichés de guitaristes habituels. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est tous dans ce cas-là, on a des plans types, on a des habitudes de jeu, on a les choses qui sont idiomatiques à l'instrument, c'est-à-dire ce qui nous vient naturellement sous les doigts, qui est le plus facile à produire en termes de technique. Et si on se lâche comme ça sans réfléchir, c'est naturellement ce qui va être le plus facile à faire qui va venir dans les doigts. Ce qu'on a l'habitude de faire, les clichés qu'on a l'habitude de jouer, les plans types de blues, de pinta, etc. Et le fait de se mettre des contraintes, justement, ça nous empêche, entre guillemets, de pouvoir faire ça et ça nous permet d'aller chercher plus loin. Et du coup, par rétroaction, d'enrichir notre vocabulaire, notre répertoire. N'hésitez pas à mettre dans votre planning, par exemple, la contrainte de ne jouer que des croches, pas plus, quoi. Pas des doubles croches, pas jouer vite, mais de travailler votre improvisation. Par exemple, j'écoutais, tu sais, j'en parle souvent de cet album, là, j'écoutais Bonamassa. Bon, pas que je sois un grand fan ultra... mais Bonamassa, par exemple, j'écoutais, des fois, il joue très peu de notes, mais c'est tellement bien vibré. C'est tellement bien, le toucher est tellement là, la vie de la note et tout est tellement là qu'au final, c'est génial, quoi. Voilà. Et c'est ça que je veux dire, c'est que des fois, les gens cherchent dans les notes, je veux apprendre telle ou telle gamme, machin et tout. Tu vois, je vois un peu dans les commentaires les trucs qui reviennent quand même. Avec ci, avec ça. Non, mais déjà, fais sonner ta pinta, tu vois. Fais des noirs avec la pinta ou fais des croches avec la pinta. Est-ce que ça sonne? Est-ce que tu es capable de révolutionner la musique avec ta pinta? Je suis pas sûr. Sinon, tu serais pas là à vouloir en sortir quelque part. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent sortir de la gamme pentatonique, mais c'est justement, ils veulent en sortir parce qu'en fait, ils sont pas assez dedans. En fait, c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand tu écoutes Coltrane ou Metheny qui jouent la penta, alors que c'est des mecs qui sont capables de jouer n'importe quoi, c'est qu'il y a une raison. C'est que, tu vois, c'est que justement, quand tu te rends compte du pouvoir de 5 notes, tu te dis que tu auras pas assez d'une vie pour les exploiter. Donc, Et après, c'est peut-être un peu le piège de la pinta, c'est que les guitaristes se disent c'est une gamme à 5 notes, il y en a 2 de moins que si je bossais du lydien, du phrygien et compagnie. Et du coup, il y a cette impression que parce qu'il y a moins de notes, c'est moins complexe. Non, c'est parce qu'en fait, c'est parce qu'en fait, le fait de chercher
Moi, je pense pas que ce soit un rapport à ça. Je pense plutôt que c'est le fait de se dire que les gens autour de la Penta, ils tournent en rond, ils font 3 plans blues sur leur impro, et Mm. puis ils ont l'impression de tourner en rond, mais ils essaient pas de chercher. Parce qu'en fait, ils sont guidés par des Ouais, clichés et non plus par vraiment de la réflexion. C'est un peu comme si dans ton vocabulaire, tu avais 10 mots et que tu devais... oui. pourtant, tu connais l'alphabet, tu as 10 mots dans ton vocabulaire et tu es incapable d'écrire un livre. Ouais. Mais à mon avis, c'est aussi le fait que la pinta, elle est très connotée. C'est-à-dire que nous, ce qu'on utilise, c'est la pinta qu'on connaît dans le blues, etc. Elle est déjà très enfermée dans le style, c'est-à-dire que généralement, on dit pinta, tout de suite, on pense blues, blues rock et compagnie. Euh, et moi, ce que je pense par rapport à la pinta, c'est que ça peut être sympa aussi de la sortir complètement du contexte. C'est-à-dire de jouer un genre qui n'intègre pas forcément de la pinta, et puis d'utiliser la pinta dans ce contexte-là. Et aussi d'utiliser des autres pentas. Parce qu'en fait, la pentatonique, on nous sort toujours la pentatonique mineure, la pentatonique majeure, mais si tu regardes par exemple les pentatoniques qui sont utilisées au Japon, qui sont utilisées dans les pays asiatiques, c'est pas les mêmes pentatoniques. Oui, tu as la Tu peux avoir des gamme pentatoniques sans Hirajoshi, quinte, tu peux t'as avoir des pentatoniques... Oui, la, bah, voilà, par exemple. la Hirajoshi, C'est Kumoi ou Kumoi, je sais pas Et comment... du coup, tu as des sonorités complètement différentes, toi, en termes des intervalles. Moi, je suis en train de tester un truc comme ça, d'ailleurs. Il faut que j'en fasse une vidéo, je sais pas comment je vais appeler ça, mais c'est un peu ce Ben, que t'as les pentas je conçois altérés ça un peu aussi. comme les... T'as les Ouais, pentas tu peux altérés, aussi hein, avoir ça. voilà, t'as la Mais penta majeur 7, t'as la penta quinte bémol, Hum, il y en a plein. Hein. Et puis même, tu prends par exemple les gammes Hirajoshi ou Kumoi, c'est des pentas aussi, sauf que elles ont la seconde et la sixte à l'intérieur, tu vois. ouais, Voilà. ouais, bah oui. Tu Du pourrais coup, tu dire vois, la moi, penta phrygienne, tu peux... je vais vous, je vais vous donner un exemple pour les auditeurs, justement, par rapport à la Pinta. Moi, en ce moment, c'est un truc que je suis en train de bosser. C'est l'aspect, je vais appeler ça un peu gamme géométrique, je ne sais pas trop comment l'appeler, parce que c'est une vision que je base purement sur le côté visuel du manche. C'est-à-dire que je pars d'un mode. Ouais, Euh, Par exemple, imaginons, je sais pas, je pars du mixolydien. ouais. Mixolydien. En fait, ce que je vais faire, je vais prendre la position du mode et en fait, je vais venir vider le mode. C'est-à-dire, je vais venir supprimer à chaque fois. Quand je dis ça, je parle en 3 notes par corde, hein. Ouais, Je vais ouais. systématiquement supprimer la note du milieu pour ne jouer à chaque fois que sur la position les deux extrêmes. Si tu veux, ça fait une sorte de dessin. C'est pour ça que je parle de géométrique. J'utilise que le contour de la position, si tu veux, les notes à gauche du dessin de la position et à droite. Et en fait, quand tu joues, ce que ça donne comme résultat, c'est une sorte de pentatonique, mais qui est non octaviante. Ouais, C'est-à-dire que ouais. d'une octave à l'autre, c'est plus la même penta. Parce que si tu prends ton mixolydien, par exemple, je me mets pour la facilité en sol mixolydien, donc du coup, bah, on va être sur sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, etc. Je vais en gros avoir sur la corde de mi, je vais être en case 3, je vais pas jouer la case 5, je vais jouer la case 7, donc je me retrouve à avoir sol, je supprime le la, j'utilise le si, Ouais. et ainsi de suite. Après, je vais avoir le do, je vais pas avoir le ré, et je vais Oui. avoir le mi, et ensuite, je vais me retrouver sur le fa, et je vais ne pas avoir le sol, qui est pourtant la fondamentale, et ensuite je vais avoir le la qui revient. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir une gamme pentatonique où au début, j'ai par exemple pas de seconde et j'ai pas de quinte non plus. Et après, sur l'octave suivante, j'ai pas la fondamentale, j'ai la seconde qui arrive. Et après, si je continue ainsi de suite, je vais avoir le si. Et en fait, d'une octave à l'autre, ta penta, elle n'a pas les mêmes intervalles. En fait, je suis en train de tester des styles de jeu. Ça donne une sonorité, une couleur un peu japonisante, un peu asiatique. Mais en même temps, c'est vraiment assez particulier parce que ta pata, elle n'est jamais pareille en fonction de l'octave dans laquelle tu joues. Alors ça, c'est un exemple là, pour les auditeurs d'utilisation de la pentatonique de manière un peu détournée. C'est-à-dire que j'ai recréé une pentatonique à partir des modes. Bon, j'ai recréé, j'ai rien inventé de particulier, hein, mais en tout cas, juste par un jeu de logique, ça m'a amusé. Tu vois, j'ai eu envie de me baser que sur un visuel et ça donne des résultats de phrasé vachement intéressants. Alors, je l'avais pas encore cité, mais par exemple, Ah, on l'attendait. tu l'attendais ou pas? Vraiment, à vous. C'est ce qu'il faudrait, c'est ce qu'il nous faudrait. Il nous faudrait un petit bruitage qu'on peut déclencher juste avant Oui, avec des applaudissements. Tu vois, un sample de film, quoi. Oui, donc, Alan Voilà. Holdsworth, Alan Holdsworth, c'est quelque chose qui fait, ça. Ça- Voilà. Ah bah, tu vois,
Bon exemple. Je l'ai dit, ça y est. D'ailleurs, il y a un auditeur qui s'appelle Voilà, Alex qui là, a c'est dit bon. que dans l'interview que j'ai donnée à Sonia, et il a mis en commentaire ouais, t'as pas cité Alan Olser? Si, si, je lui dis si, si, elle m'a demandé, je l'ai cité forcément, quoi. Si. Ouais. Mais c'est vrai que j'y pense beaucoup à Alan. Alors, on pourra se faire des podcasts. On pourra se faire des podcasts sous contrainte. On n'a pas le droit d'arrêter le podcast tant que t'as pas parlé d'Alan. C'est vrai, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire, quoi. Enfin voilà, et là, attendez les amis, là ça fait, là je veux pas faire mon syndicaliste, hein, mais on est à 1h19 quand même de podcast, quoi. Sachant que je suis désolé, on a eu des petits problèmes on a eu des petits problèmes de coupure internet à certains moments. Donc veuillez nous en excuser, c'est que moi là où je suis, là j'ai une tempête à l'extérieur, bon ça s'entend pas vraiment je pense. Ça se voit pas non plus d'ailleurs, puisqu'on est sur un podcast, mais je me demande si ça n'a pas un peu d'incidence sur la connexion Internet. Quoi qu'il en soit, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a le topic sur Facebook, donc vous pouvez commenter ce qu'on dit, éventuellement donner des suggestions, tout ça on peut interchanger avec la page Facebook, donc c'est la page Facebook de Culture Guitare tout simplement. Et pour sauver des mouettes ou des baleines, vous pouvez... Et des ornithorynques. Des ornithorynques aussi, hein, voilà. Aux ornithorynques. C'est un peu, si tu veux, l'ornithorynque, c'est vrai que c'est fascinant comme animal, hein, quand même. Donc en fait, c'est un peu le bâtard entre un canard et chez eux. Un canard et un castor, quoi. Donc. Voilà. Voilà, c'est un truc vraiment une aberration de la nature. Ouais, mais mais c'est beau, hein. C'est beau, hein, la nature, hein, quoi. En fait, en tout cas, ce que vous pouvez mettre pour sauver un ornithorynque, donc, c'est nous mettre 5 étoiles sur iTunes, puisque voilà, c'est 5 étoiles qu'on veut, hein, et puis un commentaire pour éventuellement mettre ce que vous voulez. Si vous voulez, par exemple, l'épisode sur les élèves X-Men et les situations rocambolesques. Je donne d'ailleurs cet épisode s'appellera je donne un cours de guitare à un X-Men, ça tourne mal, lol. Voilà, on l'a c'est pas mal, ouais. Voilà, on l'intitulera comme ça. Voilà, tu valides. Peut-être que là, on est le 5 novembre. Le 5 décembre prochain, j'ai 40 ans. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être essayer de le sortir pour mon anniversaire, celui-là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça ferait un bel épisode, oui. Parce qu'il y a eu de la demande. Hein. Il y a eu de la demande. Bah écoutez, les amis, je vous dis à bientôt pour cet épisode. Et puis, encore désolé pour les petits problèmes techniques voilà, liés à la technique, quoi. Voilà, donc les amis, je vous dis à bientôt. Cyril, à bientôt. À bientôt et faites des beaux plannings. Super. Et travaillez bien vos plannings. Travaillez bien sur vos plannings, surtout respectez-les. Allez, ciao. Allez, bye bye, ciao. Voilà.